Salut à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. Vous le savez, on est ensemble pendant une demi-heure pour faire le point sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, c'est Extra School. Attention, sensation forte, c'est parti pour le sommaire. Plus de 20 ans après le film Les Yamakasi, le freerun ou encore le parcours ont plus que jamais la cote en France. Et il n'y a qu'à voir justement le succès de Ninja Warrior à la télé. En quoi cela consiste? Ces deux disciplines sur l'art du déplacement sont-elles vraiment différentes? Irina Capron tire sa loupe dans un instant des compétitions dans le monde entier, des shows télé, des disciplines qui commencent à se faire une place de choix dans le monde de l'entertainment. À quel âge peut-on commencer justement ces pratiques? À quel rythme? Et surtout, la question récurrente, est-ce dangereux, oui ou non? Et comment rassurer les parents? Là aussi, on posera la question à nos invités. Et puis, freerun, parcours, des images impressionnantes, des performances physiques exceptionnelles, des disciplines qui apportent aussi beaucoup sur le plan mental. On posera justement toutes ces questions à mes invités avec Ansar Rampanarivo. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes freerunner et vous avez 22 ans, vous êtes un déglingo. C'est ce qu'on a dit effectivement en coulisses. Romain Grolot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes freerunner vous aussi, vous avez 19 ans. C'est ça. Ça fait longtemps que vous faites du freerun? Ça fait 5 ans. Ouais. 5 ans déjà, donc vous avez commencé à l'âge de 14 ans. Ça s'appelle tout de suite vos parents. On est effectivement avec Valentin Dubois. Bonjour Valentin, très heureux de vous retrouver. Bonjour. Vous êtes athlète de parcours, on vous connaît bien sûr, vous avez gagné la première saison de Ninja Warrior sur TF1 et j'ai l'impression qu'on fait quelque chose aujourd'hui ou pas? C'est votre anniversaire? Ah ouais, non, je suis né le 30 septembre. Ah bon, j'ai cru. J'étais un petit peu en avance. Allez, c'est parti. Si vous voulez, on peut faire comme si c'était mon anniversaire, pas de problème. Eh ben, bon anniversaire. C'est parti, la loupe. L'adepte du parcours est avec nous. Salut Irina. Oui, c'est moi, tout à fait. C'est quoi le parcours? Alors, le parcours, c'est un art du déplacement, comme vous l'avez dit, qui oblige un individu à se déplacer d'un point A à un point B de la manière la plus rapide et la plus efficace possible. Il consiste principalement en des mouvements tels que des sauts. Alors, ça a été développé par un groupe de jeunes Français au début des années 90 et le parcours est pratiqué aujourd'hui par des centaines de milliers de personnes dans le monde entier. Alors, les pratiquants sont appelés les traceurs pour les hommes et les traceuses pour les femmes. Ils s'entraînent dans le but de développer des compétences physiques et mentales qui leur permettront d'avancer avec facilité, quels que soient les obstacles et leur environnement, donc urbain ou rural. Et le freerun, c'est vraiment différent du parcours? Alors il s'agit d'un gros débat. Pour certains, il existe des différences, pour d'autres, non. Il est vrai que le freerun est une activité qui ressemble beaucoup au parcours. En vérité, on peut dire que c'est un peu une émanation du parcours. Le freerun, en fait, base ses mouvements sur l'esthétique, sur la beauté des gestes, la grâce et la fluidité. Les pratiquants, eux, s'appellent les freerunners. Ils s'entraînent dans le but de se mouvoir librement et effectuent des acrobaties en se déplaçant efficacement et rapidement entre les structures. En réalité, le parcours et le freerun sont deux disciplines qui demandent de grandes aptitudes sportives. Et quels sont les bienfaits justement de ces deux activités pour le moins physique? Alors c'est une activité personnelle qui favorise l'épanouissement par une meilleure connaissance de soi, de ses limites physiques et de ses peurs. La liberté des mouvements amène la créativité et la liberté. Et l'entraînement en groupe permet aux pratiquants de s'ouvrir à l'autre et de faire preuve de tolérance par une volonté d'échange et d'entraide. Et comment on commence le parcours ou le freerun? Alors, débuter le parcours et le freerun seul est tout à fait possible, mais il faut prendre en compte plusieurs choses, on va dire. Il faut passer plusieurs jours tout d'abord à entraîner diverses parties de son corps pour apprendre à mieux le connaître. Le minimum avant de commencer, c'est également de se renseigner sur les règles de sécurité de base. Et il ne faut pas hésiter à se documenter sur les techniques. Aujourd'hui, il y a de nombreuses expériences partagées par plusieurs traceurs et freerunners expérimentés sur les réseaux sociaux ou encore sur Internet, donc n'hésitez pas. Et puis si vous ne voulez pas apprendre seul, il existe des écoles de parcours et de freerunning partout en France, accessibles pour tout le monde dès le plus jeune âge. Je vais vous trouver Valentin Dubois en coach. Oui. J'arrange ça dans un instant. Expression orale, c'est parti les amis. Expression orale, je vous le disais, avec Ansar Rampanarivo, avec Romain Grolot et avec Valentin Dubois. Valentin, il y a vraiment encore ces débats aujourd'hui entre le freerun ou le freerunning et le parcours, où au final, tout ce petit monde fait partie de la même famille? Alors c'est une très bonne question. Je pense que juste je vais rebondir sur deux choses qui ont été dites. C'est-à-dire que le parcours, l'art du déplacement et ce qu'on appelle le freerunning sont des disciplines qui tendent à se distinguer, à se diviser, mais qui au final se regroupent toutes autour de la même sphère et du même noyau, qui est l'idée de se mouvoir au travers de formes. C'est vraiment ce qui
ce qui combine ces choses-là. Et il faut vraiment concevoir tout ça dans un vrai ensemble où l'idée principale, c'est vraiment de faire du mouvement en utilisant des formes, donc du matériel qui est plus souvent lié à la vie réelle. Donc c'est souvent le milieu de la rue ou le milieu de la forêt, etc. Néanmoins, ce débat-là, pour moi, a toujours été extrêmement stérile, c'est-à-dire qu'il n'a jamais amené grand-chose de bon, à part des divisions qui ont permis une sorte de fragmentation un peu d'une communauté qui aurait pu être beaucoup plus soudée plutôt que de débattre et de se diviser sur des questions de lui il fait un salto, lui il fait pas de salto. Enfin, en fait, on s'en fiche complètement. Bon, pour moi, ce ne sont pas des débats intéressants. Mais après, bon voilà, chacun voit midi à sa porte. Je pense qu'il y avait des intérêts aussi à créer une division, à se revendiquer d'une école ou d'une autre. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi j'ai commencé en 2007, 2006. Ces débats-là étaient très clivants. Aujourd'hui, tout le monde s'en fiche un petit peu et c'est pas plus mal. Valentin, quand on parlait parcours ou freerun il y a une vingtaine d'années, on pensait forcément à Yamakasi. Aujourd'hui, on pense plus facilement, j'imagine, à Ninja Warrior que vous avez remporté lors de la première saison. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a eu les Yamakasi ont un peu mal joué leur coup, entre guillemets, en se divisant. Ils avaient un groupe uni, puis après il y a eu des problèmes entre eux, et du coup ça s'est divisé. Ils ont créé un truc qui s'appelle Majestic Force. Aujourd'hui, l'idée Yamakasi aurait pu être beaucoup plus forte. Effectivement, c'était en 2001, je crois que le film est sorti, donc il y a plus de 20 ans. Même si aujourd'hui en France, des gens connaissent Yamakasi, aujourd'hui c'est beaucoup plus des stars nationales, des stars des réseaux sociaux du parcours qui font vivre la discipline. Je pense à Dom Tomato, je pense à Pacha, je pense au Storor, etc. On entend plus le mot parcours on le connaît plus sous ces formes-là. Et ensuite, effectivement, il y a beaucoup de jeux télé qui ont repris l'idée du parcours, l'idée d'un être qui traverse des obstacles. Et effectivement, on a Ninja Warrior qui reprend Sasuke, qui est une émission japonaise. Et au final, oui, les gens connaissent beaucoup Ninja Warrior. Néanmoins, je pense qu'on va en parler des différences entre Ninja Warrior et le parcours. Où Ninja Warrior est un sport beaucoup axé sur les bras, sur la force d'endurance des bras, et où on voit que beaucoup de gens qui viennent de l'escalade finissent par gagner cette compétition. Et moi-même, quand je faisais Ninja Warrior, je faisais que d'escalade, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté, parce que moi, ce qui me plaît, c'est de sauter, c'est de faire des acrobaties, c'est de courir vite. C'est pas forcément d'être suspendu sur les bras pendant très longtemps. Ansar, toi, donc, on parle pas de parcours, mais de freerun, ça a commencé quand ? Il y a 6-7 ans à peu près. Déjà ? Oui, j'étais au lycée. Et j'avais juste vu une image sur internet. Je faisais déjà de la natation avant, ensuite de l'escalade, et après j'ai arrêté l'escalade et je me suis mis au parcours parce que c'est quelque chose que je pensais qui se rapprochait plus de ce que j'avais envie de faire. Justement, du coup, l'expression de soi est un peu une sorte de liberté de mouvement, en fait. Et du coup, j'ai commencé en groupe. Je voulais éviter de faire ça seul pour éviter de faire des erreurs et de me blesser, des choses comme ça. L'erreur peut faire très mal dans cette discipline, effectivement. Oui, et du coup, j'ai fait ça en groupe pendant 2 ans. Puis après, je suis arrivé à Paris et j'ai repris aussi en groupe pareil. Et des fois, je fais seul. Certaines années, je fais seul. Certaines années, je fais en académie. Ça dépend des fois. Comment ça a commencé pour toi, Romain ? Moi, en fait, à la base, j'ai commencé par, on pourrait dire le parcours. En fait, je bougeais un peu partout, tout le temps, quand j'étais enfant. D'accord. Et même dans la cour J'imagine en classe, toi. Hein. Ouais. Non, ça va en classe, j'étais sage. Ah, bon. Justement, parce qu'en fait, dans la cour de mon collège, il y avait plein de bancs, de structures en béton. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à faire des sauts, des passements, etc. Et c'est après, à la fin du collège, entre le collège et le lycée, où j'ai commencé à prendre les saltos et je dis que je commence à faire du freerun à partir de ce moment-là. Comment on annonce justement à ses parents qu'on va faire du freerun ? Est-ce que ses parents, on se regarde avec des gros yeux ou ils disent vas-y, super, fonce, on va sauter de poteau en poteau et de toit en toit ? Non, mes parents ils sont vraiment très inquiets par rapport à ça. D'accord. Surtout qu'en plus, quand ils ont appris que j'allais sur les toits de Paris, là ils étaient presque à aller m'interdire de sortir, mais... Ouais. Ça va, j'ai pu les rassurer un peu, leur expliquer un peu plus la démarche. Mais ouais, c'était pas facile au début. Maintenant, ils comprennent bien. Valentin, qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui pendant cette émission aux parents ? Parce qu'on l'a bien compris, on entend effectivement l'âge de nos invités. On peut commencer ces disciplines
assez jeunes. Qu'est-ce que ça apporte justement? Et encore une fois, quels mots faut-il dire aux parents pour les rassurer et leur préciser que c'est encadré? Alors, c'est très très compliqué forcément de rassurer les parents. Je pense qu'en tant que parent, on a tendance à être très inquiet, à vouloir protéger son enfant, ce qui est tout à fait naturel et normal. Néanmoins, David Bell, l'un des inventeurs du parcours, des premiers pratiquants français, l'a très bien dit qu'on est dans un monde où on cherche un peu trop peut-être la sécurité et à ne faire en sorte de ne jamais vraiment prendre de risques ou de sortir de notre zone de confort. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans le développement personnel ces dernières années. Oh oui, il faut sortir de sa zone de confort pour s'améliorer. Et même si ça sonne un peu cheap, un peu cheesy, comme diraient les Américains, c'est vrai qu'au final, il faut sortir de sa zone de confort et accepter le potentiel de se blesser pour devenir meilleur. Néanmoins, je ne dis pas aux parents, votre enfant va se faire mal. Moi-même, je ne me suis jamais rien cassé, je n'ai jamais eu de grandes blessures. Pourtant, j'ai fait des sauts sur des toits, j'ai passé du temps sur des toits, même si la majorité de la pratique se pratique au sol. Je pense que de toute évidence, pour des jeunes qui ont moins de 18 ans, dans un premier temps, c'est de les faire encadrer dans des associations. Aujourd'hui, comme le parcours s'est extrêmement développé, on a des associations qui existent partout en France. Donc, vous pouvez taper le nom de votre ville et parcours à côté, vous allez trouver des gens qualifiés, qui s'entraînent depuis longtemps, qui ont l'habitude d'entraîner des enfants et qui vont pouvoir prendre soin d'eux et leur apprendre vraiment les bases et apprendre à faire attention. C'est-à-dire que l'idée du parcours, c'est vraiment d'apprendre à faire attention. C'est assez éloigné au final de, même si bon, il y a des pratiquants qui s'en rapprochent, je pense notamment à Dom Tomato que j'ai cité juste avant, un peu jackass, un peu vas-y on saute, on verra bien ce qui se passe. La majorité des pratiquants sont dans une approche extrêmement liée à la précaution, liée au fait de repérer les lieux, de s'entraîner en amont, de se renforcer physiquement, de protéger ses blessures, de ne pas faire des choses qu'on ne sent pas, plutôt que de se jeter sans vraiment réfléchir. Et ensuite, il ne faut pas oublier que le parcours est un mouvement extrêmement naturel, c'est-à-dire que c'est quelque chose que les enfants font depuis bébé. Le fait, si on laisse un enfant n'importe où, dans la rue ou dans une maison, il va se mettre à grimper sur les canapés, monter sur les chaises, etc. Donc c'est quelque chose, et même les animaux, c'est ce qu'ils font naturellement. Donc on est enclin de toute manière à vouloir faire l'expérience de notre environnement au travers du toucher, au travers de la grimpe, etc. Et que le parcours est juste la continuation, en fait, de cette pratique très naturelle. Donc voilà, moi je pense qu'en faisant attention, on peut très bien pratiquer pendant des années sans se faire mal. Et juste, je voudrais ajouter une dernière chose, c'est que oui, si on laisse... oui, le fait de les mettre en association est, à mon sens, la manière la plus sûre. Ensuite, quand ils ont plus de 18 ans, c'est à eux de voir est-ce qu'ils veulent monter sur des toits, des machins. Donc là, c'est une autre responsabilité. Mais c'est à nous, les pratiquants qui sont avec plus d'expérience, de mettre l'accent sur le fait qu'il faut vraiment faire attention. Valentin, vous avez fait sourire en plateau nos deux pratiquants, j'ai vu Ansar et Romain, au moment où vous avez dit... vous n'avez pas dit pour garder son âme d'enfant, mais c'était un mouvement que l'on faisait depuis qu'on était tout bébé. Il y a ce côté-là, justement, on veut garder son âme d'enfant. Il y a ce côté naturel, instinctif dans votre discipline, Ansar? Oui, comme il l'a dit, moi aussi, je grimpais souvent aux arbres quand j'étais petit. Chaque fois que je voyais une barrière, je voulais grimper par-dessus, etc. Donc, du coup, oui, c'est une sorte de continuité, plus un perfectionnement de quelque chose qui était déjà naturel à la base. Toi aussi? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, je fais ça depuis toujours en fait. Ouais. Depuis bébé, on apprend d'abord à marcher, après à courir, et en général les gens ils s'arrêtent là. Mais après, il y a plein de gens qui continuent d'apprendre à sauter, à grimper, etc. À beaucoup plus utiliser notre corps, quoi. Valentin, je vais te montrer cette vidéo, une vidéo que tu connais bien, je crois que c'était lors d'une compétition. Il me semble que c'était du côté de Sofia, si je me souviens bien, ça donne ça, regarde. Alors moi je suis novice, je trouve ça tout simplement exceptionnel. Toi, j'avais vu sur les réseaux et que tu avais commenté que tu n'étais pas forcément satisfait. À quoi on reconnaît un bon run? Je ne sais pas si on dit un run dans votre discipline, mais c'est ça, un run. À quoi on reconnaît un bon run? Toi, tu n'avais pas l'air content. J'ai envie de dire c'est exceptionnel, mais...
Je ne suis pas spécialiste. Ouais, en fait, c'est parce que moi, depuis 2000, en fait, je reviens un peu sur ma carrière d'athlète, etc. Je vais essayer d'être bref, mais j'ai jamais été très bon de base avec un grand talent ou des capacités physiques assez incroyables ou spéciales. Et j'ai commencé à m'entraîner très dur. J'avais 23 ans, donc j'ai commencé à m'entraîner sérieusement assez tard. Et ensuite, j'ai commencé à mettre un pied dans le monde de la compétition, probablement par une insécurité, un problème d'ego, une volonté de me prouver à moi et puis même au monde que j'étais un très grand athlète, très très fort et tout ça. Et donc, j'ai commencé avec Ninja Warrior où j'ai fini premier. Et j'ai vu que Ninja Warrior, c'était pas vraiment là que je me plaisais le plus, parce que je voyais qu'il fallait que je fasse encore plus d'escalade pour m'améliorer et que moi, ce qui me plaisait le plus, c'était vraiment sauter loin. C'était sauter loin, courir vite. Et très vite, j'avais déjà vu des amis à moi qui faisaient du speedrunning, notamment Mehdi Hadim, Nabil Hadim et Mitch Todorovic, qui m'ont beaucoup inspiré à aussi commencer le speedrunning, qui est en fait la compétition de vitesse que vous venez de voir. L'idée est tout simplement de traverser un parcours le plus rapidement possible. Et en fait, je trouvais ça magnifique, cette espèce de pouvoir bouger aussi vite et d'être parmi les meilleurs du monde. Et pour moi, c'était vraiment l'objectif numéro un. Et en fait, je m'entraîne depuis 2016 comme un acharné pour être le meilleur du monde. Et 2021, c'était l'année, c'était juste ça, c'était en septembre 2021 où j'ai fini 5e à la Coupe du Monde de parcours. Et forcément, j'étais déçu parce que quand votre objectif, c'est d'être le meilleur, quand vous êtes autre chose que le meilleur, c'est très, très frustrant. Mais justement, ce sont ces disciplines qui vous poussent à être exigeant ou ça fait partie également de votre caractère ? Je pense que c'est le parcours qui m'a poussé à être exigeant parce que dans d'autres facettes de ma vie, je ne l'ai jamais vraiment été. Quand j'étais au lycée, j'étais pas un très bon élève. J'ai eu mon bac sans mention, voilà, pour référence. Et j'avais pas vraiment d'endroit où je me plaisais, où j'avais envie de faire vraiment bien. Et c'est vrai que le parcours, ça m'a... Je sais pas pourquoi, j'ai du mal à l'expliquer, mais il y a eu vraiment cette envie de bien faire et de voir qu'en s'entraînant, on pouvait bien faire. Et de toute façon, en parcours, on a besoin d'avoir une rigueur irréprochable parce qu'effectivement, quand on commence à faire des sauts en hauteur ou un peu engagés, on ne peut pas se permettre de le rater. Donc, il y a l'entraînement en amont qui va être extrêmement nécessaire pour être sûr que quand je vais faire le saut qui potentiellement aura des conséquences négatives si j'échoue, d'approcher cette probabilité d'échec à proche de zéro le plus possible. Je suis toujours un petit peu étonné quand j'entends vos propos, effectivement, je vous ai entendu plusieurs fois en interview, Valentin. Romain Ansar, donc pour exceller dans cette discipline, à en croire en tout cas, si je en crois effectivement les propos de Valentin, c'est avant tout le travail, c'est avant tout le sacrifice et l'entraînement, avant même le talent naturel peut-être. Vous êtes d'accord avec ça ? Je ne saurais pas dire exactement. J'ai passé beaucoup de temps aussi à m'entraîner, à m'entraîner à ne pas réussir aussi, parce que savoir comment rattraper un saut quand on le rate, c'est aussi important que de savoir le réussir. Parce que déjà, on a moins peur pour pouvoir le faire après, parce qu'on sait ce qui se passe quand on rate. Et en plus, au cas où si on est dans une situation où on n'est pas avec des tapis d'entraînement, etc., on sait quoi faire en cas de plan B. D'accord. Du coup, c'est vraiment... Je pense qu'il y a un côté naturel pour savoir ce qu'on a envie de faire et les objectifs qu'on veut se fixer. Mais après, il y a beaucoup de travail en effet pour réussir à atteindre cet objectif en question, justement. Est-ce que c'est un sport pour tout le monde ? Oui, c'est vraiment un sport pour tout le monde parce que moi, je prends mon cas par exemple. Comme je vous l'ai dit, pendant tout le collège, je faisais que du parcours sans salto. Et je regardais sur internet aussi les vidéos de personnes qui faisaient du parcours, etc. Et en fait, quand je voyais qu'ils faisaient des saltos, moi, j'aimais pas tellement parce que je savais pas du tout en faire, mais vraiment, même sur un trampoline. Tous les gens étaient meilleurs que moi, savaient au moins faire un salto avant, même un salto arrière, mais moi, vraiment pas du tout. Et je sais pas, j'ai eu un déclic, je me suis dit, bon, je vais commencer à travailler un petit peu sur ça. Et au fur et à mesure, au fil du temps, à force d'entraînement et de rigueur, j'ai commencé à m'améliorer et à être, je peux dire, bon dans en termes de salto et de rotation. Est-ce qu'on travaille avant tout, à Valentin, justement, dans toutes ces disciplines, que ce soit le parcours, le freerun, le chase tag, on va en parler dans un instant, effectivement, le chat. On va y revenir dans un instant. Et effectivement, vous souhaitez là aussi devenir le meilleur au monde dans cette discipline. C'est la confiance en soi qu'on travaille avant tout ? C'est une jolie manière de le dire. L'idée de la confiance en soi est vraiment compliquée. Je me souviens d'une citation de Charles Poliquin, qui est un entraîneur d'athlètes divers, et il disait que c'était en gagnant qu'on devient confiant. Et c'est pas, on ne devient pas confiant et ensuite on gagne. Et c'est vrai que
c'est au travers de ces petites victoires, ces petits sauts réussis, ces petites améliorations qu'on finit petit à petit par prendre confiance en soi. Et je pense qu'effectivement, quand on... Bon, alors, je pense qu'il faut aussi comprendre que le parcours n'est pas obligé d'être compétitif. Je pense qu'avant tout, le parcours est un outil qu'on utilise pour devenir un meilleur être humain, que ce soit physiquement ou après, il est aussi chargé de pas mal de valeurs. Euh, et, euh, et néanmoins, si on parle ici du contexte de la compétition, oui, il faut être confiant et penser qu'on va gagner à une compétition, sinon ça ne sert à rien d'y aller. Ouais, je sais pas d'où j'ai sorti ce truc-là de vouloir absolument gagner et m'améliorer. Et je travaille encore à savoir si ça vient d'une espèce de grande insécurité ou alors s'il y a autre chose. Mais j'essaie de lâcher de plus en plus prise avec. Avant, j'avais vraiment le sentiment que si j'échouais, j'étais nul, je ne valais rien et limite. Mon existence n'avait pas vraiment de valeur. J'essaie de beaucoup me détacher depuis quelques mois vis-à-vis de ça parce que ça a eu des conséquences sur ma santé mentale de à chaque fois associer à avoir tellement peur de l'échec et voir la réussite comme l'ultime but que j'essaie d'être un peu plus léger par rapport à ça et bizarrement je m'améliore encore plus donc c'est pas plus mal. Donc je pense que chacun doit trouver les outils qui lui permettent d'avancer. Par exemple, j'ai des athlètes, des compétiteurs, des ennemis, entre guillemets, qui sont aussi mes amis. Je pense par exemple à Karil Kortmoller, qui est un athlète incroyable, mais lui, à chaque fois qu'il va à une compétition, il gagne très très souvent et il a toujours une attitude extrêmement détachée. Il s'en fiche un peu, il est là, il verra bien. Et ça lui permet de bien pratiquer. L'info en plus, on pratique. L'info en plus avec Irina Capron pour cette info. Vous allez nous parler du jeu du chat qui est devenu un véritable sport. Oui, ce n'est pas une blague. Le jeu du chat que l'on jouait dans les cours de récré est devenu depuis 2012 un sport. Ça s'appelle le chess tag. Inventé par deux frères britanniques, en fait, c'est un mélange entre le jeu du chat et le parcours. La discipline fonctionne sur le même principe du jeu. Deux athlètes, un chasseur et une souris, se font face sur une arène de 12 mètres sur 12. Le chasseur a donc 20 secondes pour toucher la souris dans les limites de l'arène remplie d'obstacles. Et si la souris parvient à s'échapper, il rapporte un point à son équipe. Justement, regardez, ça donne ça en image. Alors Valentin Dubois, on vient de vous voir dans la vidéo avec votre équipe Blacklist, avec qui vous participez à donc de nombreuses compétitions de World Chess Tag. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette discipline ? Alors c'est marrant que vous montriez cette image parce que justement c'était Karil en question, mon adversaire ici, et il a réussi à s'échapper. Et c'est marrant parce que je parlais de lui il y a à peine 2 minutes. Donc ouais, le World Chess Tag, ça c'est le jeu du chat, comme vous l'avez très bien expliqué, merci beaucoup. Et donc les premières compétitions sont apparues en 2016 et ça s'est fait en Angleterre, comme vous avez dit, par les frères DeVos, les Britanniques. Et ensuite, tout de suite, avec notre équipe qui s'appelle Blacklist, avec donc on a Léo, Mehdi, Abdallah, Nabil, Augustin, notre coach qui est Sébastien Foucan, l'un des fondateurs du parcours et du freerunning, donc c'est assez dingue. Et on a aussi Antoine qui est membre de l'équipe. Donc l'équipe n'était pas celle-ci au tout début, mais on a vu ça et puis on a tout de suite contacté les DeVos en 2017, début 2017, on leur a dit nous, on est des Français, on est des athlètes, on a des titres, des machins, on aimerait venir, et ils nous ont invités. Et du coup, on a adoré, mais on se faisait à chaque fois rouler dessus parce qu'on n'avait pas de technique, on ne savait pas trop qu'est-ce qu'il fallait faire, on n'avait pas vraiment de notion. Et en fait, en 2018, j'ai commencé à prendre contact avec Sébastien Foucan en 2017. En 2018, il n'avait pas d'équipe et je lui ai proposé de rejoindre notre équipe. Et en 2019, il est devenu notre coach et on a gagné le championnat d'Europe en 2019. Et là, on a bien fait au championnat du monde. J'ai pas le droit de dire parce qu'on a eu les résultats là il y a pas longtemps. Enfin, on a fait le championnat du monde à Londres, mais on a très bien performé. Et notre but, effectivement, en tant qu'équipe, c'est d'être champion du monde. Et petit à petit, moi-même, je me dirige de plus en plus vers le chase tag plutôt que vers le speedrunning. Pour des questions de marché, je pense que les gens sont moins excités à regarder une compétition de freerun ou de speedrun qu'une compétition de chase tag. Il y a vraiment un effet
d'effervescence autour du chase tag. C'est presque comme un combat, il y a un truc un peu animal quand vous regardez la compétition, vous êtes comme un fou pour C'est la supporter compétition qui a l'équipe, le plus gros qui vous plaît. potentiel, qui a le plus gros potentiel télé, d'après toi. Et À mon est-ce sens, que ça oui. parle peut-être aussi à tout le monde, parce qu'on a tous joué à chat dans la cour quand on était petit. C'est vrai. Et il y a ça aussi, bien sûr. Vous avez déjà testé ou pas? Non, il y a le Ansar fait et que, Romain. Non. Jamais. Non? Jamais. Et c'est quelque chose justement qui pourrait dont vous avez entendu parler, qui pourrait vous intéresser? Le chase tag? Moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment, en fait. Moi, Parce qu'il n'y a pas cette culture, il y a moins cette culture du mouvement juste, Non, c'est mais ça, ou du beau mouvement? même en termes juste de compétition pure, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. D'accord. En fait, je pratique. Au début, je faisais ça pour m'amuser, mais maintenant, j'ai un objectif. Enfin, D'accord. c'est dans le parcours et dans le freerun. Ouais. C'est vraiment d'essayer de créer quelque chose de beau et de joli à regarder, de belles images. En plus, m'axer sur le côté artistique de la chose, D'accord. plutôt que compétitif et vraiment athlétique, quoi. Et comment on perfectionne justement le mouvement? Comment on perfectionne le beau quand on pratique le freerun? Ça, il n'y a pas de secret, il faut répéter et répéter et encore répéter le mouvement. Donc répéter, répéter, répéter. Et se filmer du coup pour Oui, regarder. quand on se filme, on voit les détails de ce qu'on fait, les erreurs qu'on pourrait rattraper. Par exemple, si j'ai un bras un peu plus haut que l'autre pendant le salto, D'accord. si je suis droit ou pas, toutes sortes de détails qu'après on peut essayer d'améliorer, de perfectionner jusqu'à atteindre La perfection. La perfection, quoi. Mais bon, la perfection, c'est un mythe. Au final, on fait que de s'en rapprocher sans jamais l'atteindre. Il y a cette quête de la perfection, effectivement, chez tous les freerunners et tous les adeptes du parcours Ansar, que ce soit la beauté du geste, la rapidité. Il y en a même qui jouent à chat, on l'a vu. Toi, qu'est-ce qui t'anime, justement? Moi, c'est plus pour moi, entre guillemets. Donc, j'ai plus cet esprit de... Je vois un endroit qui m'a l'air joli, et qui n'a pas de chemin conventionnel pour atteindre. Et le but pour moi, c'était d'aller le chercher, notamment. Je fais aussi des choses comme de la photo, de la vidéo, etc. Et certains plans, notamment, qui surprennent, c'est justement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas allées, du coup, qui n'ont jamais été vues. Et donc, du coup, genre, si je peux y accéder d'une certaine façon et pouvoir prendre des photos de cet endroit-là, ça donne quelque chose de novateur, etc. Donc, au final, je fais ça plus pour... en tant que outil, finalement, pour me dire... même si de base, j'aime beaucoup aussi le faire juste en tant que loisir comme ça. Mais c'est un outil, un loisir. Et après, au final, je vais aussi essayer de commencer à filmer des mouvements et en faire quelque chose d'artistique. Mais pour l'instant, j'en suis vraiment à l'étape d'un point A à un point B. Valentin, est-ce que l'on vit, est-ce que toi tu vis par exemple aujourd'hui du freerun, du parcours, encore du chase tag? Alors, je pense que c'est pour ça que je mettais l'accent sur le fait que le parcours et la compétition ne sont pas obligés d'être mélangés, parce qu'on peut très bien pratiquer, comme l'ont dit Romain. Excuse-moi, j'ai oublié ton prénom, le deuxième. Romain et Ansar. Hansa, oui. Hansa. Et comme on dit Romain et Hansa, voilà, ils sont pas dans une démarche oh, on veut être les meilleurs. Non, ils sont heureux et ils veulent faire du beau mouvement. Et c'est ce que doit être, à mon sens, la recherche principale d'un pratiquant de parcours. Je pense que si le parcours est trop perverti par la compétition et par l'envie d'être le meilleur, on perdra quelque chose d'essentiel. Et cette chose essentielle est aussi l'affrontement entre la pratique du parcours dans le monde réel qui vient créer cette poésie de liberté. Avec ça à côté, aujourd'hui, oui, moi je vis du parcours. C'est pour ça que et c'est plutôt pour citer aussi Mitch Todorovic, qui est l'un de mes mentors, je survis du parcours. C'est-à-dire que je gagne juste assez d'argent pour payer mon loyer et manger, et c'est à peu près tout. Mais je suis bien comme ça, moi je suis heureux comme ça. Et aujourd'hui, mon revenu tourne autour du fait de donner des cours, de gagner des compétitions, de travailler avec différentes marques pour de la publicité principalement, aussi un peu avec la télé. On est invité parfois, je dis souvent on parce qu'on travaille avec Blacklist, avec notre équipe, invité dans différents pays pour travailler sur différents projets. Il y en a aussi qui sont donc plus dans la cascade, donc on touche un peu à tout ce qui rayonne autour du parcours pour gagner de l'argent. Il n'y a pas vraiment un truc dans lequel on est. Donc moi, aujourd'hui, oui, je suis professionnel du parcours. Professionnel du parcours, et tu es aussi coach, tu l'as rappelé, assez rapidement, s'il te plaît. Il y a de plus en plus de femmes qui sont attirées par la discipline? Oui, il y a de plus en plus de femmes. Ça a été un milieu extrêmement masculin. Au début, les Yamakasi, c'était vrai. Yamakasi, ça veut dire homme fort. Donc ça vient de Lingala, je crois, d'un dialecte centrafrique, qui veut dire homme fort, esprit fort, corps fort.
Et donc, forcément, c'était quelque chose qui parlait beaucoup aux hommes, même si, bien sûr, les femmes ont le droit d'avoir un corps fort. Et puis c'est un truc un peu risqué, un peu casse-cou, et je pense que de manière générale, les femmes sont un peu moins attirées par ce genre de choses, même si, bon, on trouvera des contre-exemples. Je ne vais pas passer pour un misogyne non plus. Et donc, effectivement, plus le temps avance, plus il y a des femmes qui arrivent et qui commencent à pratiquer. On a même une équipe de chase tag féminin. On a Lilou récemment, une Française qui a sauté le manpower. C'est marrant parce qu'en fait, le saut s'appelle le manpower parce qu'en fait, on sautait sur l'agence d'intérim Manpower, mais c'est pas parce que c'est le pouvoir des hommes. Et c'est un très grand saut qui est situé dans le sud de Paris, à Évry. Et elle a réussi à faire le saut. Donc, on voit que les femmes progresse beaucoup, on a de plus en plus de femmes qui pratiquent. Le week-end dernier, à Roubaix, l'association Parcours 59 organisait Women in Motion, qui est un événement réservé aux femmes où elles viennent toutes s'entraîner. Donc ouais, on a de plus en plus de femmes. On a même des trans et tout, donc c'est la fête. Merci en tout cas, merci pour votre témoignage à tous les trois. Merci à Valentin, on le rappelle, Valentin Dubois qui est à la tête de Parcours, vainqueur de la saison 1 Ninja Warrior. Et on attend avec impatience ces résultats pour le chase tag. On a compris, on ne va pas spolier ce qui s'est passé. Un grand merci à Romain et à toi aussi, Ansar. On attend vos vidéos, on attend vos photos. Et n'hésitez pas à revenir, bien évidemment, sur ce plateau et essayer d'engrainer notre amie Irina Capron. Oui, bien sûr. Elle est partante, elle est un peu casse-cou. Oui. Allez, excellente journée en notre compagnie. Ciao.